On nous provoque, on cherche à nous pousser à reprendre les combats. Et ensuite, on viendra nous dire « Regardez la Russie, regardez-vous, les fascistes, vous détruisez la population civile. Voilà la Russie, cet ours russe qui déchaîne toute sa fureur. » Avec les mots, on peut tuer. Avec les mots, on peut sauver. Avec les mots, on peut entraîner des armées entières derrière soi. Imagine ziri stonkas your powerful sukor benestaimith. Den menschlichen Körper. Gegen den Strom. Zur Person. À contre-courant. Hallo bei À propos de la personne. Bonjour et bienvenue dans À contre-courant. Nous vous présentons des positions et des points de vue que les médias de propagande préfèrent taire. Imaginez un projectile comme celui-là traversant le corps humain. Il serait littéralement déchiré, explique le colonel Alexander Stroukov. Il a servi à Samara, à Tachkent, à Moscou et ici à Volgograd, où il est aujourd'hui président de l'Association des anciens combattants, qui compte environ 300 000 membres. Bonjour, Alexandre Dmitrievitch. Bonjour. C'est un plaisir. Merci de prendre le temps. Le plaisir est partagé. Je suis ravi d'échanger avec vous. Je parle mal le russe, donc il y aura une traduction. Très bien. Madame Ausbad and Jourdain Associature going sing. Avant tout, notre mission, c'est nous-mêmes. Nous, c'est notre organisation de vétérans. Une grande organisation, soudée, respectée, composée de gens avec une immense expérience de vie, de ceux qui, après la guerre, ont reconstruit Stalingrad. Je parle ici de nos vétérans de Stalingrad, de Volgograd. Ils ont reconstruit, ils ont défendu, ils ont rebâti. Et aujourd'hui, nous avons cette magnifique ville qui se dresse devant nous. C'est pourquoi préserver la paix et transmettre aux jeunes, c'est notre principale mission. Leur transmettre la vérité historique, la mémoire historique. Les éduquer dans l'esprit du patriotisme, dans tous les aspects de la vie. C'est une éducation esthétique, une éducation morale. Et pour tout le reste, il s'agit de préserver la santé. Votre humble serviteur, moi je préside le conseil public de l'hôpital des vétérans de guerre. En ce qui concerne les soins, la préservation de la santé de nos chers vétérans, la protection de leurs droits sociaux et la coopération avec tous les niveaux du pouvoir, législatif comme exécutif. Il est essentiel d'établir des relations justes et équilibrées. Et là, je tiens à souligner qu'ici, dans notre ville, aussi bien du côté du chef de région, le gouverneur de notre oblast, héros de la Russie, Andrei Ivanovitch Bocharov, que du côté du maire de Volgograd, Vladimir Vassilievitch Marchenko, il y a une parfaite entente entre les dirigeants de la région et ceux de la ville. Je suis conseiller du maire de Volgograd et je suis heureux de voir à quel point il manifeste une véritable attention, presque filiale, envers les vétérans. Nos vétérans ont toujours été, partout et en toutes circonstances, respectés et sollicités. On leur témoigne une profonde considération. Nous participons à tous les événements publics et politiques. Nos vétérans, ce sont un peu le sel de notre terre, ici à Volgograd et de la Russie tout entière. Si on parle des vétérans de Russie, ils remplissent dignement leur mission. Transmettre leur expérience, guider les jeunes, partager leur savoir de la vie. Et ça, c'est vraiment essentiel. Bien sûr, avec l'âge, on peut leur accorder quelques indulgences. Mais nos vétérans disent toujours « Les années ne sont pas un fardeau, nos années sont notre richesse. Et la vieillesse ne nous rattrapera pas à la maison. » Dans leur cœur, ce sont de grands patriotes, des gens profondément attachés à l'État, je dirais même des serviteurs de la nation. L'organisation des vétérans sert fidèlement notre histoire et notre pays. Et comme on dit, rien ne se fait sans eux. Nos vétérans sont toujours là, toujours respectés. En Allemagne, on imagine toujours une association d'anciens combattants comme un club de vieux militaires bornés.
Vous m'avez pourtant montré ici un éclat d'obus de la Seconde Guerre mondiale datant de 1941, des combats autour de Stalingrad. Mais pour vous, c'est un symbole de paix. Pourquoi? Non, pas tout à fait. Ce n'est même pas une question de paix. Je voulais surtout attirer l'attention sur ce fragment de métal lourd, sans doute de la fonte, et sur la façon dont il a fauché la vie de nos soldats, de nos officiers, des défenseurs de Stalingrad. Ce morceau a été retrouvé ici, sur les champs de bataille, aussi bien sur les approches lointaines que sur les approches proches de Stalingrad, et même dans la ville elle-même. Il y a encore énormément de métal enfoui dans cette terre. Quand on tient ce fragment dans la main, il nous rappelle une chose. On ne doit pas laisser une nouvelle guerre éclater. On ne doit plus laisser des vies être brisées. Imaginez qu'un tel morceau de métal touche un être humain. Il le déchire en morceaux. Quant aux militaires, oui, mieux que quiconque, ils savent ce qu'est la guerre. Ils en comprennent toute la réalité. Et moi aussi, en tant qu'homme de l'armée, je le ressens profondément. On ne cesse jamais vraiment d'être militaire, encore moins officier. C'est pourquoi il faut tout faire pour préserver la paix et empêcher qu'une nouvelle guerre ne commence. Et cette destruction des gens, c'est justement de ça qu'il s'agit. Ce métal, il doit servir à la paix, pas à fabriquer des obus, et encore moins des missiles. Il ne doit en aucun cas porter la mort. Voilà ce que je voulais dire en parlant de ce fragment. Nous devons tous renforcer la paix. Et l'organisation, ce ne sont pas seulement les militaires. Vous disiez qu'en Allemagne, ce sont uniquement des militaires. Mais chez nous, l'organisation réunit aussi les travailleurs de l'arrière. Nous, les Russes, avons un très beau proverbe. Le peuple et l'armée ne font qu'un. On coule dans le même métal, la médaille du combat et la médaille du travail. C'est ça, pour ce qui est des distinctions. Il y a donc les vétérans du service militaire et les vétérans du travail. Notre organisation s'appelait autrefois les Enfants de Stalingrad, et aujourd'hui, elle porte le nom de les Enfants du Stalingrad assiégé. Stalingrad ne s'est pas rendu, oui, il a été assiégé, mais il a tenu, tout comme Leningrad. Et c'est pour ça que tout cela nous est très proche, très clair. Là, au 45 de la rue Tchouikov, c'est notre maison des vétérans. Et juste à côté, on voit la maison Pavlov, ce mur stylisé, symbole de 58 jours de résistance. Quelle endurance, quel courage, quel sacrifice, quelle bravoure. Ils ont anéanti presque toute une division fasciste. Je ne parle pas de tout le peuple allemand, mais bien d'une division fasciste. C'est ici qu'ils se sont brisés. Une seule maison, une toute petite garnison. Le musée Panorama est là aussi. Ces tours qu'on voit, elles marquent la ligne de front. Nous étions acculés. Regardez la photo en haut. C'est le général Rodintsev, le commandant de la 13e division de la garde, celle qui défendait Stalingrad précisément sur ce secteur du front. On l'appelle l'ange de la victoire de Stalingrad. Des gens saints, ils se sont battus jusqu'à la mort. Alors nous ferons tout pour que plus jamais des éclats, des obus, des missiles ne volent et que nous ne soyons plus ennemis. La paix doit régner sur la terre. Elle est si fragile et la vie humaine si courte. Il faut tout faire pour renforcer la paix sur notre planète. Le prix de la paix pendant la Grande Guerre patriotique a été très élevé. C'est le prix qu'a surtout payé l'Armée rouge en libérant l'Allemagne du fascisme. Et beaucoup de soldats, des deux côtés, ont perdu la vie sous de telles armes. Vous travaillez aussi avec des institutions allemandes, notamment avec le Service pour l'entretien des sépultures de guerre, qui est aujourd'hui la seule organisation encore autorisée à transférer des fonds vers la Russie. Comment ressentez-vous le fait que de nos jours, on refasse de la propagande contre la Russie en Allemagne? Moi, et je prends la liberté de le dire, j'en suis sûr, nous avons une attitude extrêmement négative envers la propagande du fascisme, du néofascisme, du nationalisme
et du revanchisme, extrêmement négative. Nous vivons sur la terre sacrée de Stalingrad. C'est une chance incroyable qui nous est donnée. Et mieux que quiconque, nous voyons et nous savons, grâce à l'histoire, que cela ne doit jamais se reproduire. Jamais. Personne n'a invité ici les divisions fascistes, ni les satellites de l'Allemagne, dans nos steppes, sur la belle Volga, large et profonde, dans la ville alors prospère, Stalingrad. Personne ne les a appelés. Ils sont venus d'eux-mêmes. Certains disent « Nous n'avons jamais rencontré d'Allemands. Nous ne faisions qu'exécuter les ordres. On nous a envoyés là-bas. » Rien de tout cela n'est vrai. Ils jouaient de l'accordéon dans les clubs. Ils avançaient en marche triomphale. Du moins jusqu'à un certain moment. Mais ensuite, ici, il y a eu ce fameux chaudron et 22 divisions de la 6e armée de campagne. D'ailleurs, Hitler, lors d'une de ses réunions, c'est bien connu dans l'histoire, avait dit à Paulus, « Paulus, avec la 6e armée, vous pouvez prendre d'assaut le ciel. » Eh bien oui, ils ont essayé. Mais aujourd'hui, ceux qui sont venus ici ne sont pas au ciel, ils sont plutôt en enfer, très probablement. Et encore une fois, je le dis, les fascistes, leurs complices, les Roumains. Vous savez ce qu'ils faisaient? Nos anciens combattants me l'ont raconté. Anatoly Menedjevitch Koslov, par exemple, sa photo est là, il a participé à la bataille de Stalingrad. Les Roumains avec les fascistes, après avoir bu un peu de schnapps, entraient dans un village, une petite ville, un hameau. S'il y avait un nourrisson, ils se mettaient en cercle, l'arrachaient des bras de sa mère, le lançaient le plus haut possible et le rattrapaient sur leurs baïonnettes. On empalait des enfants sur des baïonnettes. C'est terrifiant. C'est impensable. C'est au-delà de toute compréhension. C'est horrible. Ça ne doit jamais se reproduire. Alors quand on parle du fascisme, du nazisme, de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, avec des chars qui essayent encore de s'approcher de nos frontières, qui tentent même, peut-être, d'y pénétrer, ce sont des provocations. Nous ne laisserons jamais cela se reproduire. Jamais. Nous sommes pour la paix sur Terre. On respecte les forts. Et nous sommes un État fort. Nous avons des forces armées puissantes, et nous le savons. Il faudra se serrer la ceinture, peut-être même manquer de quelque chose. Mais pour ce qui est de l'armée, nous ferons tout pour qu'elle reste, comme aujourd'hui, forte, puissante, organisée et professionnelle. C'est très important. Tout est bien organisé. Tout le monde a ce qu'il faut. Alors on respecte, on prend en compte. Nous sommes reconnaissants envers notre président, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Quand on m'a proposé d'être son représentant de confiance lors des dernières élections, j'ai considéré que c'était à la fois une grande responsabilité et un honneur. Et je l'ai vu lors de mes rencontres avec les gens, parce qu'être représentant, c'est justement aller à leur rencontre. Les gens soutiennent notre président, notre orientation vers une coopération pacifique avec tous les pays. La Russie n'a jamais attaqué personne, et elle n'attaquera jamais. La Russie est pour l'amitié entre les peuples. C'était comme ça, c'est comme ça, et ce sera toujours comme ça. C'est ce que disent nos vétérans et la majorité des habitants de la planète. Des gens justes, des gens humains. Vous vous y connaissez bien mieux que moi en matière militaire. Aujourd'hui, on entend dans les médias allemands, mais aussi chez de nombreux responsables politiques, que ce ne serait qu'une question de temps, avant qu'après l'Ukraine, la Russie n'envahisse aussi l'Allemagne. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui croient à ce genre de scénario? C'est un mensonge. Notre président peut parfois le dire très clairement, ce sont des insinuations. La Russie n'attaquera jamais l'Allemagne. Jamais. Nous ne voulons rien qui ne nous appartienne pas, mais nous ne céderons pas ce qui est à nous. En aucun cas. Je pense donc qu'en accomplissant les objectifs de l'opération militaire spéciale, eh bien, nous n'avons pas à tout savoir. L'état-major le sait, le commandant en chef suprême le sait. C'est normal. C'est comme ça que ça doit être. Et c'est ainsi que nous atteindrons nos buts.
Mais franchement, c'est absurde de dire que la Russie pourrait attaquer l'Allemagne ou n'importe quel autre pays. Nous n'avons besoin ni de la Roumanie, ni des pays baltes, ni de la Pologne, ni de l'Allemagne, ni d'aucun autre pays. Absolument pas. Все остальные страны ни в коем разе. Мы за то, чтобы все было в те границы, которые сейчас есть. Nous, on est pour que tout reste dans les frontières actuelles. Mais vous savez, si on y réfléchit un peu, on a été surpris. À une époque, on pensait, les Bulgares, ce sont nos frères, nos petits frères. Et puis voilà, les Bulgares ont, disons, changé de camp. Bien sûr, le peuple n'y est pour rien. Je veux vraiment le souligner. C'est ce que disent aussi nos anciens combattants. Le peuple n'est pas responsable du fait que la politique de ses dirigeants, en Allemagne dans ce cas, ait changé. Ce sont des gens à la vision courte, je le dis de façon diplomatique, des dirigeants actuels, disons, pas très clairvoyants. Ils ne vont ni dans un sens ni dans l'autre. Et ça, c'est faux. Nous, on n'attaquera jamais un autre pays. Ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Vous avez dit que vous atteindrez vos objectifs. Selon vous, de quoi s'agit-il exactement dans cette guerre en Ukraine qui dure maintenant depuis plus de 2 ans? C'est difficile pour moi d'en parler parce que ça touche encore une fois à l'état-major, à la plus haute direction politique du pays, au ministère des Affaires étrangères. Mais bon, si on parle simplement, comme disent nos anciens, les gens ordinaires, tous les habitants, vous savez, écoutez, l'Ukraine, c'était un très beau pays, un État au sein de l'Union soviétique. On vivait en bonne entente. Mais Odessa, c'est un port fondé par la Russie, par nos empereurs, nos tsars, nos impératrices, nos chefs militaires. La mer Noire, la Crimée est revenue, comme on dit, dans son port d'attache, dans sa maison. Alors, on ne comprend pas, et ça fait mal au cœur, de voir qu'aujourd'hui, à Odessa, c'est devenu une sorte de nid de guêpe. De là partent des vedettes vers le pont de Crimée, notre fameux pont, depuis les environs d'Odessa, de Mykolaïv, d'Ilitchivsk, je crois que cette ville porte maintenant un autre nom, un port près d'Odessa, et Tseustvilviv. Lvov. Значит, одна из версий Зеленского — Львов отдать Польше. Alors, l'une des versions de Zelensky, c'est de donner Lviv à la Pologne. Lviv a déjà été sous la Pologne, puis sous l'Autriche-Hongrie. Et alors? Ensuite, ils ont accueilli les divisions fascistes allemandes, qui ont organisé là-bas un terrible massacre. En une semaine, tous les pro-soviétiques, toute l'intelligentsia de la région de Lviv ont été exterminés. Il faut donc réfléchir. Pour moi, c'est difficile, encore une fois, de dire précisément ce que pense la haute direction. Je ne peux pas parler de la réalisation des objectifs. Mais ces territoires, où d'énormes moyens ont été investis, où nous avons étudié ensemble, où nous étions amis, tout cela compte. Et bien sûr, aujourd'hui, nous ne voudrions pas qu'Odessa devienne un port pour les navires de l'OTAN. Non, ce ne serait pas une bonne chose. Il en va de même pour les autres villes portuaires, comme Mykolaïv. Quant à Lviv, c'est une ville magnifique. Nous avons préservé Lviv, son architecture est splendide, et dans la région, il y a de très belles stations thermales, comme Truskavets, et bien d'autres encore. Tout ça, ça va partir quelque part, se troquer. Mais dans l'ensemble, les gens ne veulent pas s'éloigner de la Russie. Zelensky, c'est un fou, oui. Mais derrière lui, il y a d'autres dirigeants. On sait très bien qu'il n'est qu'une marionnette entre les mains des dirigeants d'autres pays occidentaux. Et l'argent qu'ils lui ont donné, il l'a englouti, fait tourner, laissé filer. On sait que la corruption en Ukraine est terrible. Ils reçoivent des milliards pour toutes ces aides à la guerre, mais tout ça finit dans des poches privées, dans des villas à Miami ou ailleurs. Alors, quels sont leurs vrais objectifs? On le verra bien, on finira par le savoir. Mais céder notre territoire comme ça, simplement, non. On a trop longtemps vécu ensemble, on a été amis, on l'est encore. Le peuple ukrainien, c'est un peuple frère, un peuple slave. Voilà, c'est tout. Je suis allé dans le Donbass peu après le début de la guerre, quelques mois seulement après son déclenchement,
et j'ai parcouru la région. Beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé, des habitants de là-bas, m'ont dit « La paix, on ne peut l'avoir qu'avec la Russie ». Pourquoi les Ukrainiens nous ont-ils bombardés depuis 2014? Est-ce que vous comprenez cette position? Est-ce que vous la partagez? Verstehen Sie diese Haltung? Teilen Sie sie? Le fait que le peuple d'Ukraine, du Donbass, ceux qui ont voté sur notre territoire, eh bien, c'était avant tout un élan populaire, un vrai désir d'être avec la Russie. Clairement, le peuple ukrainien se tourne vers nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'ils bombardent et tout le reste. Mais encore une fois, tout ça, c'est une question d'économie, d'argent. Ce ne sont pas seulement les plans de Zelensky ou de l'Occident. Ah, la grande Russie, la Russie riche, par son territoire, ses ressources et tout le reste. On nous envie. Et puis il y a aussi une forme de revanche. J'étais à Koursk avant que la ville ne soit prise. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent pourquoi la situation à Koursk s'est déroulée ainsi. On ne va pas entrer dans les détails ni tout analyser. Mais ce qu'on voit maintenant, ce sont ces attaques de drones constantes. Et qui fournit les drones? C'est l'Occident. Oui, c'est l'Occident. L'Angleterre, la France, l'Allemagne et d'autres pays encore. Voilà d'où vient l'argent. Le complexe militaro-industriel se régale en ce moment. C'est une période idéale pour eux. Ils disent « Oh, c'est parfait, continuez la guerre, frappez-vous entre vous, allez-y, Russes, Ukrainiens, plus il y en a, mieux c'est. » C'est ce qu'on appelle de la chair à canon. Et pour eux, c'est normal. Il y a donc trop d'intérêt en jeu. Alors dire que c'est juste l'Ukraine qui fait quelque chose là-bas? Non, c'est l'Occident qui se bat contre nous. D'après certaines sources, une 50aine de pays dans le monde sont aujourd'hui engagés contre nous, ou du moins déterminés à détruire, comme on dit, la mère Russie. Mais ça n'arrivera jamais. Sie haben die Drohnenattacken erwähnt. Vous avez mentionné les attaques de drones. Cela concerne aussi Volgograd, et ça a d'ailleurs eu un impact sur notre voyage. Nous aurions aimé arriver un peu plus tôt, mais il y avait une alerte aux drones à Sheremetyevo, et les vols vers le sud de la Russie étaient annulés. Nous avons donc dû attendre le lendemain. Quelle est l'ampleur des attaques de drones ici, à Volgograd? Wie stark sind die Drohnenangriffe hier in Volgograd? Malheureusement, nous ne le cachons pas. Nous ne cherchons pas à embellir la situation. Les choses sont comme elles sont. Nous faisons confiance à nos médias, nous regardons la télévision, les informations, nous écoutons la radio. Et nous savons que malheureusement, chaque jour, des drones pénètrent sur le territoire russe. Bien sûr, nous le prenons très mal. Nous avons des moyens de défense antiaérienne. Nous avons de quoi répondre. Mais comprenez bien, la frontière est immense, presque 3000 km à l'ouest, et il est impossible de tout surveiller. Les moyens de livraison s'améliorent, les attaques de drones aussi. Certains utilisent déjà des moteurs de fusée, des modèles proches des avions. Et la déclaration de Vladimir Vladimirovitch est claire. Si le 9 mai, quelqu'un tente de perturber le défilé de la victoire ou d'attaquer Moscou, alors ce sera la destruction totale, au moins de la rue Bankova et du centre de Kiev. Et nous demandons aux employés des ambassades étrangères de quitter la ville. Et les civils doivent le savoir. Il y aura des attaques massives, nos attaques. Et pourquoi Zelensky fait-il ces déclarations? On nous provoque, on cherche à nous pousser à intensifier les combats. Et ensuite on dira, regardez la Russie, vous êtes des fascistes, vous détruisez la population civile. La Russie, cet ours russe qui déchire tout sur son passage. Nous comprenons très bien combien notre président fait preuve de retenue, de sagesse et de bon sens. Il ne cède pas à ces provocations, justement pour éviter une escalade du conflit et des frappes massives, y compris de notre côté. Nous visons les cibles militaires. Oui, tout est suivi. Les satellites, les bases militaires précises, les mercenaires, les voies de communication par lesquelles passent les cargaisons militaires. Nous les frapperons.
oui, nous les frapperons. Notre fameux noisetier, comme on dit, nous l'avons. Nous avons de quoi répondre. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais nous ne laisserons pas la situation dégénérer. Nous ne permettrons pas à ces provocations d'aboutir. Ich habe gelesen von Drohnenattacken. J'ai lu qu'il y avait eu des attaques de drones contre le port d'Ust-Luga sur la mer Baltique. Il y a eu des attaques similaires en mer Noire. Là aussi, une raffinerie a été touchée. Et j'ai entendu quelqu'un qui vit à environ 250 km à l'est de Moscou dire que le carburant avait été rationné par moment. Quelles sont les conséquences de ces attaques? Quel impact cela a-t-il sur l'économie, sur les gens qui vivent ici? Wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus hier, auf die Menschen, die hier leben? Нет, на экономику нет. Насколько Non, sur l'économie, non. À ma connaissance, je ne suis pas économiste, et ce n'est pas mon domaine, donc je n'ai pas d'informations détaillées sur la situation économique. Mais chez nous, beaucoup de choses sont en progression. Notre économie ne s'est pas effondrée. Là, on parlait de Volgograd. En revanche, pour ce qui est de l'état moral et psychologique, c'est différent. L'un de mes diplômes est en psychologie militaire. Donc en discutant avec nos vétérans, je ne dirais pas qu'il y a de l'anxiété, mais en partie oui. Il y a eu des frappes sur une raffinerie, surtout dans les quartiers sud de la ville. Et parfois, ces drones sont tombés sur des immeubles résidentiels. Heureusement, tout cela se passe sans victimes. Ну, благо, что без жертв все обходится. Это естественно. Это естественно. Это C'est normal, c'est tout à fait normal. Pour toute personne équilibrée, avec une santé mentale normale, ça provoque de l'anxiété, de l'indignation. La situation, disons, se tend un peu. Certains vétérans disent même « Je vais peut-être dire quelque chose de choquant, mais pourquoi on ne pourrait pas répondre ?» Là-bas aussi, il y a des cibles, non? On comprend très bien qu'il y a des enfants, à Munich, à Dresde, à Rostock, à Berlin, à Leipzig. Et là, ce serait une tragédie pour les gens. Mais eux, Zelenska et sa compagnie, ceux qui commandent les forces armées et donnent l'ordre d'envoyer des drones chez nous, eux, ils ne pensent pas comme ça. Donc tout est très compliqué, on nous provoque. Et bien sûr, ça nous inquiète un peu, ça nous préoccupe. Voilà. немножечко волнует и беспокоит. Вот так. Interessant ist, dass Sie C'est intéressant que vous disiez que les gens deviennent nerveux, qu'ils ont bien sûr peur des attaques de drones. Mais que disent les habitants de Volgograd ou de Sochi? Comment vivent-ils cette situation? Wie gehen die Menschen damit um? А я скажу так, с пониманием. С пониманием. Je vais dire les choses ainsi, avec compréhension, vraiment avec compréhension. Même si on appelle ça une opération militaire spéciale, on voit bien comment l'Occident s'est dressé contre la Russie, comme on dit. Les moyens qu'ils utilisent, les types d'armes, la pression diplomatique, tout ça est évident. Le dernier exemple, c'est la rencontre à Erevan. Ce sont des plans à long terme. Utiliser l'Arménie pour encore plus nous encercler, pour nous pousser à retirer notre base militaire. Mais souvenons-nous, c'est déjà de l'histoire ancienne. Le massacre turc, comme on l'appelle, quand les Turcs ont exterminé les Arméniens, la moitié de la population. Et les Arméniens, où sont-ils allés? Vers la Russie. Nous sommes voisins, nous sommes proches, nous avons toujours été côte à côte. Et maintenant, Pachinian, encore une fois, Pachinian, on sait bien qui dirige la danse là-bas, qui tire les ficelles, et tout son entourage. C'est dangereux. C'est une confrontation, une nouvelle tension dans le monde. C'est pour ça qu'à Volgograd, comme à Sochi, station balnéaire mondiale, les gens réagissent avec indignation, bien sûr. Конечно, люди с возмущением. Я скажу, у нас, знаете, вот я уже допустил такую фразу. Je vais vous dire, vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Les gens d'État, les anciens fonctionnaires, tout est suivi, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans les journaux. Nos anciens lisent les journaux, ils s'y abonnent, ils regardent ce qui se passe, comment ça évolue. Aujourd'hui, tout ça est accessible à tout le monde. Et donc, on voit très bien que l'Occident essaye de faire monter la tension. De faire monter la tension, oui. On veut nous écraser économiquement. Ce sont toutes ces sanctions, de toutes sortes. La Russie est un pays riche. Et encore une fois, je le dis, notre président, la direction politique suprême, y compris militaire,
ne permettront pas que la Russie se rende ou qu'elle tombe dans une sorte d'abîme de pauvreté ou de déchéance. Regardez autour de vous. Dans n'importe quel magasin, sur n'importe quel marché, tout est en quantité suffisante, tout va bien. Si tu travailles honnêtement, tu es un citoyen à part entière de ta société. Tu reçois ce que tu mérites, et tout va bien. C'est largement suffisant. Получая по заслугам, нормально все, вполне хватает. Холодильники, любые продукты, мясомолочные. Les frigos, les produits, qu'ils soient à base de viande, de lait ou autre, tout est là. Nous avons la stabilité, notre pays est stable. Mais certains essayent de déstabiliser la situation, y compris en Russie. Eh bien ça, nous ne le permettrons pas. Même si oui, tout est très compliqué. Nous savons ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, dans les républiques d'Asie centrale, ailleurs aussi. En Syrie, la situation s'est aggravée. En Iran, en Irak, c'est très difficile. Ils montrent leurs muscles. Les Américains montrent leurs muscles. Eux, ils ont le droit de tout faire. Ils ont quoi? 200 000 bases dans le monde. Ils se croient maîtres du monde. Eh bien non, ça n'arrivera pas. Jamais. Notre soldat soviétique, notre soldat russe, les générations plus âgées, nos grands-pères, avaient raison. Nos grands-pères, les héros de la victoire. Ils disaient, le soldat russe ne brûle pas dans le feu et ne se noie pas dans l'eau. Il met sa capote sous lui, une autre par-dessus, et c'est tout. C'est là qu'ils ont vaincu l'ennemi. Et ensuite, ils ont hissé le drapeau de la victoire sur le Reichstag, en 1945. Hurrah! Voilà. La Russie, notre mère patrie, ne se mettra jamais à genoux devant personne. Tout à l'heure, ici, dans les bureaux de l'Association des anciens combattants, j'ai vu une affiche, une publicité pour l'engagement volontaire dans l'armée. Comment sont les chiffres? Est-ce que beaucoup de gens s'engagent volontairement? Ou est-ce comme à l'automne 2022, quand de nombreux jeunes en âge de servir essayaient d'échapper au service militaire en partant à l'étranger? Beaucoup étaient partis en Turquie, à Belgrade, mais aussi au Kazakhstan. Je vais commencer par la fin. Ceux qui voulaient partir sont partis. Ce ne sont pas des patriotes de la Russie. Les vrais, les patriotes, eux, sont partis comme volontaires. Les centres d'engagement pour le service militaire sous contrat fonctionnent chez nous. Tu veux t'engager? Tu es en bonne santé? Tout va bien sur le plan psychologique? Tu as une spécialité? Tu es qualifié? Tu veux y aller? Le plus important, c'est qu'on t'apprendra tout ce qu'il faut, comme il faut. D'abord une formation quelque part, puis direction la zone de combat. Voilà. Les affiches. Mais vous savez quoi? Il y a une expression qui dit qu'avec les mots on peut tuer, on peut sauver, on peut même entraîner des régiments derrière soi. Eh bien, la parole vivante, l'art de l'affiche, tous les supports de propagande, tout cela informe les gens, les appelle à agir. Celui qui détient l'information détient le monde. C'est pourquoi les gens doivent savoir pourquoi ils s'engagent, dans quel but et à quel prix. C'est un secret pour personne. L'aspect financier compte. C'est important. On dit souvent qu'on n'a jamais trop d'argent. Oui, c'est vrai. C'est aussi pour ça que certains y vont. Mais surtout, ils y vont pour une idée. Ce qui les pousse, c'est le patriotisme. Moi, en tant que président du Conseil des anciens combattants, représentant la communauté des vétérans, j'assiste aux cérémonies où nos jeunes reçoivent des décorations d'État au musée Panorama. On leur remet l'ordre du courage, la médaille Joukov, l'ordre Souvorov et d'autres distinctions. Ce sont de jeunes gars, pleins de force et de santé. C'est beau à voir. Et il y a cette phrase, « Nous poursuivrons et multiplierons les traditions de nos pères ». Voilà notre jeunesse. Elle a grandi dans l'esprit du patriotisme. Notre terre, celle de Stalingrad, notre chère Russie, a une histoire riche et glorieuse. Elle forme de vrais patriotes. C'est pour ça que personne ne pourra jamais nous vaincre. Et ces affiches, ces appels au patriotisme, c'est bien. C'est juste. Ceux qui ont voulu fuir, eh bien, ils sont partis. Qu'ils partent, tant mieux pour eux. Qu'ils aillent en Géorgie,
au Kazakhstan, à Tel Aviv ou ailleurs, peu importe. Mais pour s'enfuir là-bas, il faut de l'argent. Alors ceux qui partent, ce ne sont pas des gens simples, ce ne sont pas de vrais patriotes de la patrie. Un jour, j'ai entendu un slogan, c'était des nationalistes ukrainiens qui disaient « Là où il y a de l'argent, là est la patrie ». Voilà un credo bien sale. Il ne faut surtout pas être comme ça. Qu'ils aillent au diable. Nous avons commencé notre entretien avec ce fragment d'obus. Et bien sûr, aucune guerre ne se fait sans victimes. Beaucoup de jeunes Ukrainiens meurent, mais aussi beaucoup de Russes, de jeunes Russes. De nombreuses personnes sont blessées. Quelle est la situation ici, à Volgograd? Que faites-vous pour ces gens? Pas seulement à Volgograd, mais dans tout le pays. C'est la ligne de notre président, de notre gouvernement, de notre gouverneur Andrei Ivanovitch Bocharov, j'en ai déjà parlé, le chef de la région, héros de la Russie, ainsi que de tous les services de protection sociale, de toutes les fondations et des fonctionnaires à tous les niveaux. J'ai parlé du pouvoir législatif et exécutif. Aujourd'hui, tout est orienté vers un seul objectif. Apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin, dans un contexte ou un autre, à tous ceux qui sont liés à l'opération militaire spéciale. Ici, il s'agit des familles et de ceux qui sont revenus. Nous le savons bien, et je ne vous cache rien, je parle franchement. Il y a des personnes amputées. Oui, il faut les aider à se faire appareiller, à retrouver un emploi, à faire en sorte que leurs enfants puissent étudier, avec par exemple des avantages pour entrer à l'université. Oui. Dans notre région, nous avons été les premiers à distribuer massivement des voitures à commande manuelle aux gars qui ont participé à la zone de l'opération militaire spéciale, à ceux qui, malheureusement, ont subi des blessures. Les mines, les pièges, tout ça, c'est l'Occident qui les fournit, pas l'Ukraine. Vous voyez comme c'est amer. Tout est lié dans ce monde. Tous ces Macron et les autres. Macron, lui, n'a pas d'enfant. Il ne peut pas comprendre les sentiments d'un parent, d'un père, dans ce cas. Allez, tuez-vous entre Russes et Ukrainiens. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'aide sociale, en Russie, cette question est réglée rapidement et efficacement. Et je dois dire que nos vétérans le voient, le comprennent, et ils disent qu'ils approuvent et soutiennent ces mesures. Voilà, c'est ça, l'aide matérielle. Vous avez dit tout à l'heure que les Européens de l'Ouest voulaient mettre la Russie à genoux. Selon vous, quel est le risque que la guerre en Ukraine s'aggrave et qu'on assiste en quelque sorte à un embrasement général en Europe? On nous provoque à ça, je le répète encore une fois, mais j'ai l'impression que les forces raisonnables, la sagesse des peuples, ne permettront pas qu'on nous ramène, nous, la communauté mondiale, les peuples de la Terre, de toute confession, dans cet abîme nucléaire, dans une terrible guerre atomique. Si on libère, pour ainsi dire, ce dard, cette arme redoutable, tout le monde périra. Et je ne comprends pas comment les dirigeants des pays de l'OTAN ne le réalisent pas. Mais encore une fois, tout tourne autour de l'argent. Voilà ce qui détermine là-bas le climat politique. Alors, on essaye d'agiter la menace russe. On dit que la Russie va attaquer les pays baltes, écraser ces petits États. Tout ça ressemble à une agitation dérisoire. Non, j'ai du mal à y croire. J'ai parlé avec nos vétérans. Il n'en reste plus beaucoup, ceux qui ont connu la guerre. Dans cette ville héroïque, 1 million d'habitants, il reste aujourd'hui 38 anciens combattants de la Grande Guerre patriotique. 38. On dit avec tact, de façon diplomatique, qu'ils sont peu mobiles, mais en réalité, la plupart sont alités. Que peut-on y faire? Rien, comme dans cette chanson. On n'y peut rien, c'est l'âge qui veut ça. Ils approchent tous de 100 ans, certains les ont déjà dépassés. Des participants à la bataille de Stalingrad. Il n'en reste que 6. Eux aussi ont plus de 100 ans. D'ailleurs, après votre interview, je vais rendre visite à l'un d'eux. Il a combattu à Stalingrad, à Sébastopol.
et il a terminé la guerre en Roumanie. Il a 102 ans. Il est aveugle, il entend mal. Evgeny Fyodorovitch Rogov. Une légende, tout le monde le dit. Préserver la paix, c'est ça qui compte. Le reste viendra ensuite. La santé des gens et la vie en paix. Alors, quand on est bien, il faut travailler, apprendre, élever ses enfants, éduquer ses petits-enfants, vivre en harmonie avec la vie. Voilà la vraie joie, le vrai sens de la vie. Et tout ça, c'est un instant, un simple instant. Je vous l'ai déjà dit, j'aurai 75 ans dans 3 mois. L'âme encore jeune et tout le reste. Le temps passe si vite. Il faut tout faire pour le peuple d'Allemagne. Et dans ce cas, la Russie le fait pour préserver la paix. Elle est si fragile. C'est une valeur immense, vivre en paix sous un ciel bleu, comme aujourd'hui. Comme c'est beau. Ce matin, je suis venu du mont Mamaïev. J'y étais encore hier, sur ma colline. La Volga, notre mer, ce grand fleuve, comme on dit, large et profonde, les lilas en fleurs, la paix triomphe. Comme c'est bien, comme c'est merveilleux. Mais que Dieu nous garde d'une mauvaise heure de guerre, surtout maintenant. Ah, il ne faut pas laisser la guerre arriver. Non, nous ne la laisserons pas. Vous avez visité l'Allemagne. Vous avez des amis en Bavière. Tout à l'heure, vous m'avez montré des photos de ces visites. Que dites-vous aujourd'hui aux gens en Allemagne qui affirment que nous allons bientôt être attaqués par Poutine? Je voudrais citer Julius Fučík, le célèbre antifasciste tchécoslovaque. Jean, soyez vigilants. Vigilants, Jean. Soyez vigilants. Revenir à nos anciens temps, c'est impossible. On ne peut pas entrer 2 fois dans la même rivière. Mais en même temps, nous avons l'expérience de l'amitié. Et dans l'amitié réside la force de tout peuple, de tout État. Ce sont les dirigeants qui doivent réfléchir, pas le peuple. On nous a accueillis près de la ville de Munich, dans une petite ville qui s'appelle Ingolstadt. L'accueil a été chaleureux, hospitalier, généreux, à la manière russe, avec le cœur grand ouvert. On l'a tout de suite remarqué. De l'aéroport, on nous a conduits à l'hôtel, on a visité la mairie, différentes choses. Tout cela, nous l'avions aussi chez nous. Et ensuite, les Allemands sont venus nous voir à leur tour. C'était réel. Mais aujourd'hui, ils essayent, les néofascistes. Et encore une fois, ce n'est pas le peuple allemand, mais le peuple simple qui dirige. Le rideau tombe. Nous voilà de nouveau de part et d'autre. Nous sommes des ennemis. Et Poutine, déjà à l'époque, j'avais vu en Allemagne des affiches néofascistes. Poutine représenté avec un ours, un loup, je ne sais plus, du sang qui coule de la gueule, tout ça. Pourquoi vous voulez faire de nous des ennemis? C'est absurde. On trompe le peuple. On le trompe, encore et encore. Moi, je voudrais que nos peuples vivent en paix, en harmonie, dans une vraie coopération. Ce serait juste, ce serait normal, et tout le monde y serait plus à l'aise. Et j'y crois vraiment. Oui, j'y crois. On a envie d'y croire, on veut y croire. Voilà, il ne faut pas que Rjev ou Stalingrad se reproduisent. Vous vous souvenez, quand Hitler a nommé un maréchal en espérant qu'il se tirerait une balle, Paulus a eu l'intelligence de ne pas le faire. Mais son chef d'état-major, Adam, et les autres, tout ça, c'était la honte pour la Wehrmacht. Une armée entière encerclée avec son commandant dans une cave puante. Non, il ne faut pas que ça recommence. Tout ça ne mène à rien. Nous connaissons bien notre histoire, nous la respectons, nous la transmettons aux jeunes, et nous leur disons, nous voulons vivre en paix, nous croyons en la paix. Le colonel Alexander Strukov, président de l'association des anciens combattants de Volgograd, qui compte environ 300 000 membres, dit aux Allemands que c'est un mensonge de prétendre que la Russie veut attaquer l'Allemagne. Il nous lance un appel à nous Allemands. Soyez vigilants, ne vous laissez pas pousser dans un nouveau conflit par des fauteurs de guerre. Et il ajoute, ma ville, Volgograd, souffre elle aussi des attaques de drones. C'est un stem pour vos frettes.
Ici, à contre-courant, nous présentons des positions et des points de vue que les médias de propagande passent sous silence. Restez avec nous. Bleiben Sie dabei.